Nous sommes le lundi 15 septembre 2025 et il est 15 heures. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui, essentiellement dominés par la visite du chef de l'État au sommet du Qatar. Les chefs de l'État se sont rendus donc à Qatar pour prendre part au sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Également dans l'actualité de ce 15 heures, 22 Palestiniens ont été tués dans les dernières attaques de l'armée sioniste dans la bande de Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons cette édition avec l'arrivée du chef de l'État à Doha, la capitale du Qatar. C'était hier dans la soirée. Le président Guelleh a pris part aujourd'hui à ce sommet conjoint de la Ligue arabe et de la Ligue des États islamiques. À la suite de l'État sioniste qui a perpétré une attaque sur le sol du Qatar. À son arrivée à l'aéroport international de Doha, le président Guelleh a été chaleureusement accueilli par le vice-premier ministre et ministre d'État chargé de la Défense, Cheikh Saoud Ben Abdulrahman Ben Hassan Ben Al-Thani. A noter que le président de la République a exprimé dans un communiqué adressé sa vive indignation à l'attaque perpétrée par l'État sioniste à l'encontre de l'État frère du Qatar. C'était mardi dernier, en violation manifeste du droit international. Il est important à souligner que l'objectif ultime de ce sommet qui s'est ouvert aujourd'hui au Qatar, un sommet conjoint de Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique, est d'assurer aux États membres des garanties viables de sécurité afin de protéger de toute nouvelle attaque en provenance de l'État sioniste. Le président était accompagné d'une forte délégation, notamment le directeur du département arabe, l'ambassadeur Mohamed Douali, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État du Qatar, son Excellence Dahib Doubad, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue des États arabes, son Excellence Ahmed Ali Barré, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite et représentant permanent de notre pays auprès de l'Organisation de la coopération islamique, son Excellence Ziadine Saïd Bamahrama. Le chef de l'État a donné une interview à l'agence de presse du Qatar. C'est en marge de ce sommet arabo-islamique extraordinaire qui se tient à Doha. Le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a réaffirmé le soutien indéfectible de Djibouti au Qatar, insistant sur l'importance de l'unité pour faire face aux défis qui secouent la région. Le président Guelleh a indiqué que la participation de notre pays à cette rencontre traduit un engagement ferme à défendre les causes de la nation arabe islamique et à rejeter toute agression contre un État frère. Selon le chef de l'État, cette action collective demeure indispensable pour garantir la stabilité et préserver les intérêts communs de la région. Interrogé sur la récente attaque israélienne contre le Qatar, le président Guelleh a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident isolé. Cette attaque ne vise pas uniquement Doha, mais représente une menace directe pour la sécurité collective arabe et islamique, a-t-il déclaré, soulignant qu'elle cherche à déstabiliser l'ensemble de la région et à miner la confiance en la capacité des pays arabes et musulmans à défendre leurs intérêts et leurs valeurs. Concernant les initiatives diplomatiques en cours, le dirigeant djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a plaidé pour une position arabe unifiée adossée à une réelle volonté politique et un large consensus international. Le président de la République a par ailleurs appelé au renforcement des mécanismes de dissuasion afin de mettre fin aux agressions et d'en prévenir la répétition.
Le chef de l'État a également salué dans cette interview la résilience du Qatar face à l'attaque qu'il a attribuée à la sagesse de sa direction et à la cohésion de son peuple et au soutien constant de ses frères arabes et musulmans. Pour lui, cette résilience illustre donc la force de la volonté politique et prouve que la solidarité reste l'arme la plus puissante face à l'agression. Évoquant la portée diplomatique de la tenue de ce sommet à Doha, le président a donc souligné que ce choix confirme le rôle central du Qatar dans l'action arabe et islamique commune, ainsi que la confiance que ses partenaires donc accordent dans sa capacité à fédérer et à rapprocher les positions. En conclusion, le président donc a dans cette interview averti que cibler le Qatar visait avant tout à fragiliser l'unité arabe et islamique. Il a également exprimé donc sa conviction que le fait serait inverse. Notre réponse serait de renforcer la cohésion, d'intensifier la coopération et d'unifier davantage nos rangs. A donc conclu ses propos lors de cette interview donnée par l'agence de presse de Qatar par le président de la République. A noter donc également qu'en marge de ce sommet, le chef de l'État a rencontré l'émir du Qatar. Nous aurons une image dans nos prochaines éditions. Eh bien, on revient à ce sommet arabe islamique qui s'ouvre donc en urgence à Doha aujourd'hui. Les travaux de ce sommet arabe islamique d'urgence qui a débuté aujourd'hui lundi dans la capitale qatari, Doha, afin d'examiner donc cette attaque israélienne qui a visé mardi dernier la capitale du Qatar. Selon le ministère des Affaires étrangères du Qatar, le sommet donc portera sur une déclaration arabo-islamique concernant l'attaque. La rencontre intervient à un moment crucial après la récente agression israélienne contre l'État du Qatar. Cette attaque donc, qui a constitué un choc sans précédent au niveau arabe et international en raison du ciblage des résidences appartenant à plusieurs dirigeants du mouvement de résistance palestinien Hamas à Doha, laquelle joue depuis des ans un rôle médiateur pour mettre fin à la guerre en cours dans la bande de Gaza. Le ministre des Qataris des Affaires étrangères a déclaré que la tenue de ce sommet arabe islamique à ce moment précis donc, revêt de nombreuses significations et symboliques qui reflètent donc la vaste solidarité arabe et islamique avec l'État du Qatar face à l'agression lâche de l'armée sioniste qui a visé les résidences de plusieurs dirigeants du mouvement de résistance du Hamas et le rejet catégorique par ces pays de terrorisme d'État exercé par l'État hébreu Israël. En ce qui concerne les résultats attendus de ce sommet arabo-islamique de Doha depuis hier, les dirigeants des pays arabes et islamiques, parmi lesquels le chef de l'État, ont commencé donc à affluer à Doha, la capitale de Qatar, où se tient aujourd'hui ce sommet arabe islamique extraordinaire. Cette rencontre d'exception intervient à un moment particulièrement sensible et se veut donc une réponse ferme et décisive à l'attaque perpétrée mardi dernier par l'État sioniste. Ce sommet de Doha, qui suscite une grande attente dans l'opinion publique arabe et islamique, est perçu comme un tournant majeur tant par les circonstances de sa convocation que par les résultats et décisions qu'il devrait engendrer. Retour à Djibouti avec le ministre de l'Intérieur qui a présidé aujourd'hui une réunion de travail stratégique dans le cadre du renforcement des capacités de l'Office djiboutien de la voirie, l'OVD. Le ministre de l'Intérieur a présidé donc ce jour cette réunion de travail consacrée au renforcement des capacités opérationnelles de l'Office djiboutien de la voirie, l'OVD, à la suite de la récente réception par l'Office de 28 nouveaux véhicules de ramassage des ordures ménagères. La séance de travail s'est tenue en présence du sous-préfet de la ville de Djibouti ainsi que des cadres techniques de l'OVD. Elle s'inscrit également dans le cadre des efforts continus du gouvernement d'améliorer durablement la salubrité urbaine et renforcer les infrastructures de propriété publique.
Les échanges ont notamment porté sur les voies et moyens d'améliorer donc l'accessibilité des voiries urbaines afin de permettre une meilleure circulation de ces nouveaux véhicules de collecte. Le sous-préfet donc s'est exprimé peu après cette réunion. Voici ses propos. Dans cette réunion, nous avons parlé des itinéraires empruntés par les véhicules de l'OVD. Suite à un constat sur le terrain, nous avons constaté que certains itinéraires sont impraticables par les véhicules de l'OVD. Nous exhortons la population de la ville de Djibouti à ouvrir ces itinéraires, à déplacer leurs véhicules qui sont stationnés dans ces rues, à respecter les règles avec l'appui des communes de la ville de Djibouti, des associations de quartiers, de l'Union nationale de l'UNFD et la sous-préfecture. Nous allons travailler en coordination et faire respecter les règles. Pour le directeur adjoint de l'Office de la voirie de Djibouti, cette initiative marque une étape décisive vers une meilleure gestion des déchets ménagers. Voici ses propos. L'acquisition de ce matériel traduit l'engagement du gouvernement djiboutien à œuvrer pour une ville de Djibouti plus propre, plus saine et plus vivable pour tous ses habitants. Fin de citation. Et voilà qui nous ramène de parler de cette 9e édition du Forum de la jeunesse sino-africaine. Inauguré à Pékin, comme d'habitude, par le vice-ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement de la République populaire de Chine et placé sous le thème « Investir dans la jeunesse de qualité ». La jeunesse djiboutienne a brillamment pris part donc à cette 9e édition du Forum de la jeunesse sino-africaine, un rendez-vous majeur de dialogue et de coopération entre Chine et les pays africains. L'événement qui est un rendez-vous important pour la coopération sino-africaine et à valeur principale de tracer des ponts entre les peuples et les continents. Dans sa nouvelle marche, la Chine ambitionne donc de mettre la question de la jeunesse au cœur des préoccupations et de la coopération internationale et de l'intégration régionale. Le directeur général de l'Agence nationale de la promotion des personnes handicapées, l'ANPH, M. Douale Saïd Mahmoud, a reçu dans son bureau Mme Zahra Jalili, conseillère régionale de l'UNICEF en matière d'inclusion, lors d'une visite de travail ce matin. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Agence nationale des personnes handicapées et l'UNICEF en vue de promouvoir une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap dans les politiques publiques, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection sociale. Les échanges ont porté sur les stratégies régionales d'inclusion, les programmes en cours, les perspectives de collaboration technique. Les deux parties donc, ont réaffirmé leur engagement commun à faire progresser les droits des personnes handicapées conformément aux conventions internationales et aux priorités. Le dimanche 14 septembre, hier, donc, le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte, et le colonel Ahmed Dahir Jama, commandant de la marine nationale, ont accueilli au Condor Raleigh et de la garde-côte djiboutienne une délégation conduite par le général de brigade Paul Kaouria, directeur de la force africaine en attente de l'Est. Eh bien, l'EASF, une organisation régionale chargée de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Cette visite donc s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'exercice des postes de
commandement maritime pour renforcer la sécurité et la sûreté maritime qui se déroulera à partir du 1er octobre prochain. Cet exercice représente une étape clé pour renforcer la coopération régionale et améliorer la coordination opérationnelle et renforcer la capacité collective des États membres de cette force datant de l'Afrique de l'Est. Au cours de leur visite, la délégation a pu découvrir en détail les différents sites du Condoralé qui accueillera donc cet exercice. Ils ont été guidés à travers les installations opérationnelles, les centres de commandement et les zones logistiques qui permettra donc ainsi la préparation et l'organisation de cet événement. La délégation a également échangé avec le personnel de la garde-côte qui a présenté les capacités techniques et les moyens déployés pour assurer le bon déroulement de ces manœuvres. Les membres de l'EAECF, la force africaine en attente, ont exprimé donc leur grande satisfaction, saluant la qualité des infrastructures et le professionnalisme du personnel. Vous êtes avide de découverte. Eh bien, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue à l'île Moucha et au Sable Blanc, surnommée donc la Porte du Grand Bleu. Les détails dans ce magazine du 15h. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue à l'île Moucha, surnommée la Porte du Grand Bleu. Cette mission s'inscrivait dans une démarche de valorisation du potentiel touristique maritime de Djibouti. Cette équipe de la radio-télévision était accompagnée par une équipe professionnelle du centre Aqua Club, dirigée par M. Ibrahim, président de l'association. Ensemble, nous avons entrepris une aventure exceptionnelle en haute mer, mêlant pêche sportive, snorkeling et excursions sur l'île Moucha et Mascali, réputées pour leurs plages de sable blanc et leur environnement naturel préservé. Fondé en 2015, Aqua Club est bien plus qu'un simple centre de plongée. C'est un véritable sanctuaire pour les amoureux de l'océan et les passionnés d'aventures sous-marines. Aqua Club inscrit ses activités dans une démarche de tourisme environnemental responsable. Le centre propose, en plus des plongées, des activités variées telles que la pêche, les excursions marines et la sensibilisation à la préservation du milieu marin. Le centre dispose également de 19 bungalows garantissant un confort optimal aux visiteurs tout en respectant les normes écologiques. On propose, comme vous le voyez, la plongée sous-marine, le snorkeling et même la jet ski. Qu'ils viennent profiter. Là, il fait pas chaud. Il fait à peine 28-29 degrés ici. Venez profiter. Vous voyez comme c'est beau là. La mer, c'est chez nous. Puis après, cette équipe de la radio-télévision s'est rendue dans la région de Tadjoura pour explorer l'un des joyaux touristiques les plus emblématiques du pays, la plage des Sables Blancs. Située à seulement 5 km de la ville de Tadjoura, cette plage est un site naturel et spectaculaire. Enchâssée entre une falaise de roches noires et les eaux cristallines du golfe d'Aden, l'endroit attire de plus en plus de visiteurs, tant pour sa beauté sauvage que pour les activités nautiques qu'il offre. Après un parcours accessible par la mer, la surprise est au rendez-vous. Une étendue de sable blanc immaculé, bordée par une mer aux reflets turquoise et émeraude. Du haut de la falaise, la vue plongeante offre un panorama à couper les souffles où le temps semble suspendu. Les fonds marins de la plage Sable Blanc sont réputés pour leur richesse écologique. Avec un simple masque et tuba, les visiteurs peuvent admirer une biodiversité exceptionnelle, coraux multicolores, poissons tropicaux tombant rocheux, une véritable invitation à la découverte sous-marine dans des conditions idéales pour les amateurs du plongée libre.
Le site accueille également un complexe touristique, le village Vacances des Sables Blancs, qui propose un hébergement chaleureux sous forme de paillotes ou de bungalows climatisés avec tout le confort nécessaire. Un lieu parfait pour se ressourcer en pleine nature dans le respect de l'environnement. C'est ce que nous a fait part M. Ahmed Jamassed, touriste djiboutien qui a fui la canicule à Djibouti-Ville. J'appelle les Djiboutiens et les Djiboutiennes à venir découvrir ces plages paradisiaques que leur offre leur pays. Venir à ce genre d'endroit, c'est une bonne chose, non seulement pour changer d'air, mais également ça vous réconfortera, tant sur le plan physique et mental. Cette excursion s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la radio-télévision de Djibouti pour mettre en lumière le potentiel touristique du pays. Djibouti regorge des trésors naturels qui méritent d'être mieux connus et protégés. La plage des Sables Blancs est l'un des plus beaux exemples alliant beauté, calme et aventure. Hawa Omar Hussein a souligné l'importance de valoriser de tels sites pour promouvoir un tourisme durable capable de contribuer au développement local tout en préservant l'environnement. La plage de Sables Blancs est une attraction à elle-même à part entière, dans la simple mesure qu'il y a un aquarium naturel, une barrière de corail, où les gens peuvent voir différentes espèces de poissons. Donc ça, c'est l'attraction principale de la plage de Sables Blancs. Et après, donc, il y a des aménagements pour des personnes en tout cool, donc en matériaux biodégradables, qui permettent de préserver l'environnement et qui s'adaptent facilement au décor du paysage. Nous avons mis des poubelles à plusieurs endroits de la plage pour que les gens puissent l'utiliser. Les bouteilles plastiques, elles ne sont pas biodégradables. Elles mettent 1000 années et entre-temps, elles ont tué plusieurs animaux parce qu'on a des tortues à la plage qui se nourrissent de méduses et qui peuvent prendre le sachet plastique pour des méduses. Donc, c'est très dangereux. Donc, ne laissez pas les poubelles à la plage. Les poubelles et les endroits sont bien définis pour déposer la poubelle. C'est tout ce qu'on demande. Le coucher de soleil au bord de la plage sonne pour toute l'équipe comme la fin de notre week-end. Nous profitons de ce coucher de soleil. Également dans l'actualité régionale, l'Ouganda et la Corée du Sud qui s'allient pour développer la filière rizicole dans le cadre de la sécurité alimentaire. Cette initiative qui vise donc à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir un développement agricole durable en Ouganda, ce pays qui a annoncé le lancement d'un nouveau projet de production de semences de riz de haute qualité. Ce programme d'une valeur de 4 millions de dollars est financé conjointement par le ministère ougandais de l'Agriculture et le gouvernement sud-coréen dans le cadre de l'initiative Kirais Built. Et en nouvelles du monde, 22 Palestiniens, je vous le disais en titre, dans la bande de Gaza, tués dans les dernières 24 heures par l'attaque de l'État sioniste. Ces frappes ont visé des civils à Dar al-Balah, dans la ville de Gaza, et à Rafah. Au moins 22 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés hier lors des frappes aériennes et de tirs israéliens dans la ville de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite du programme sur Télé Djibouti.